Bonjour à tous, bienvenue à cette rencontre organisée par votre Union régionale des SCOP et des SIC, Île-de-France, Centre-Val de Loire et Drumcom, avec Guillaume Godefroy, chargé d'études de Terra, SCOP, et Madame Stéphanie Auville, déléguée générale de Terre EFC Île-de-France, qui est une association, et que nous remercions vivement d'être là. Donc aujourd'hui, c'est la 11e rencontre du groupe d'échange de pratiques pour une transition écologique de notre Union régionale. Pour Mémo, ce groupe se retrouve autour de cycles de 4 rencontres. Et sachant que la première rencontre de chaque cycle, à chaque fois, c'est plutôt les acteurs de cette transition qui définissent un programme de rencontres avec des intervenants, donc des infos concrètes pour une transition par des coopératives et pour des coopératives. Pour Mémo, le premier cycle, il y a eu 3 interventions. Donc, la première, c'était une introduction sur les modalités possibles pour une transition écologique, suivie d'une intervention sur le bilan carbone et l'objectif employeur pro-vélo. Le second cycle d'intervention, il y a eu 3 interventions, donc une sur l'éco-conception, une sur la gestion des déchets et la troisième des licornes qui ont évoqué ce qu'elles proposent, avec en particulier Cities et Common. Le troisième cycle qui est en cours, donc il y a eu une intervention avec 3 fédérations métiers de notre mouvement sur leur service pour une transition, donc la fédération BTP, la fédération industrie et la fédération communication. Et aujourd'hui, donc la rencontre qui a pour thème l'économie de la fonctionnalité. Donc on va découvrir ça plus avec nos intervenants. Et puis la rencontre suivante, ce sera sur le biorégionalisme qui aura lieu en janvier. Donc je vous enverrai plus d'infos sur la date. Donc pour Mémo, ces rencontres sont enregistrées. Elles peuvent être diffusées par notre mouvement à l'externe et à l'interne. Et pour les coopératives adhérentes, elles peuvent être diffusées en interne. Donc n'hésitez pas à éteindre votre caméra, votre micro si besoin. Et donc aujourd'hui, pour cette rencontre sur l'économie de la fonctionnalité, je laisse la parole à nos intervenants, Guillaume et Stéphanie. Merci à eux. Bonjour à tous. Bonjour, je vais partager mon écran tout de suite. On va peut-être commencer donc par une courte présentation. Donc moi, je suis Stéphanie Auville, je suis déléguée générale d'une petite association qui s'appelle Terre EFC Île-de-France. Comme son nom l'indique, notre périmètre, c'est la région francilienne, sachant qu'il y a d'autres clubs, d'autres associations qui existent un petit peu partout sur le territoire. Et donc, je me présente, Guillaume Godefroy. Moi, je suis chargé d'études au sein d'une SCOP donc, qui s'appelle Terra et qui est un bureau d'études spécialisé en économie circulaire. On s'est dit que pour démarrer, ça pouvait être intéressant de voir comment chacun d'entre nous, on avait découvert l'EFC, enfin, qu'est-ce qui avait fait qu'on s'était intéressé à l'EFC. Alors, l'EFC, c'est pour économie de la fonctionnalité de la coopération. Moi, je tiens énormément au C de coopération. Et on aura l'occasion d'échanger là-dessus. Donc, économie de la fonctionnalité de la coopération. Vous allez entendre plusieurs fois cet acronyme EFC. Guillaume, comment as-tu découvert l'économie de la fonctionnalité de la coopération? Alors, pour reprendre un peu mon parcours là brièvement, j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur. J'ai exercé en tant qu'ingénieur méthode industrialisation dans une PME pendant 3 ans. Mon rôle, c'était donc de mettre en place, d'optimiser les processus d'assemblage d'une ligne de production. Donc, ça passait par améliorer la productivité, réduire les coûts, garantir la qualité en sortie de ligne. Et, euh, et à ce moment de ma vie, j'ai souhaité intégrer un petit peu de sens dans mon métier, en intégrant notamment dans mes choix des critères environnementaux. Je me suis alors formé éco-conception, économie circulaire à l'université d'Uni-la-Salle à Rennes. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert donc, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, notamment par l'intervention d'un cabinet qui a un nom similaire au nôtre, mais qui s'appelle Imatera, qui nous a présenté lors de la formation l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et là, pour le coup, c'est un sujet que j'ai trouvé passionnant, qui en plus de ça est très bien documenté sur Internet. Il y a beaucoup de travaux, notamment, qui ont été
rédigé et mis en ligne par l'Institut européen de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, par le laboratoire de recherche Artemis, et notamment beaucoup de retours d'expérience de dirigeants d'entreprises. Et à ce moment-là, j'ai souhaité explorer un petit peu plus le sujet en profondeur, et c'est à ce moment que j'ai réalisé une thèse professionnelle sur cette thématique. Et juste pour remettre un petit peu dans le contexte, avec mon bureau d'études, donc le bureau d'études Terra, nous, on est amené à accompagner des acteurs dans leur étude de faisabilité stratégie pour le développement d'activités en lien avec le réemploi, la réparation, le reconditionnement. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai tenté, j'ai cherché d'intégrer des concepts EFC, comme la coopération avec les bénéficiaires, le partage de la valeur, afin de proposer des modèles économiques qui étaient novateurs et qui s'éloignaient des limites des modèles économiques qu'on connaît tous, conventionnels, qui sont généralement basés sur des volumes de vente. Des volumes de vente. Voilà. Et toi, Stéphanie, comment en es-tu arrivée à l'EFC? Alors moi, je viens d'un modèle, j'ai travaillé pendant 25 ans dans les médias, où on est sur un modèle classique de volume. J'ai notamment dirigé des magazines où voilà, j'imprimais, je distribuais, je faisais travailler des équipes de journalistes, donc rien à voir. Mais à côté de ça, j'avais un engagement important dans un collectif qui s'appelle le 1% pour la planète, et qui est un collectif créé par Yvon Chouinard de Patagonia. Et ce sont des entreprises en fait qui versent 1% de leur chiffre d'affaires à des associations de protection de l'environnement. Et puis, donc c'est ce qu'on appelle la philanthropie environnementale, du mécénat. Et à force de travailler là-dedans, de rencontrer des associations, de discuter avec des dirigeants d'entreprises, je me suis dit, c'est bien, mais on arrive presque après. On compense, on soutient des associations qui réparent ce que nous, on a abîmé, on a pollué. Et je me suis dit qu'il fallait intervenir plus en amont. C'est comme ça que je me suis intéressée à l'économie circulaire. Et puis, à un moment, j'ai à nouveau buté sur le modèle économique. C'est-à-dire, en gros, pas de transition écologique et sociale, ou pas de transition écologique juste, sans questionnement et transformation des modèles économiques. Et suite à ça, donc, il y a 4 ans, voilà, je suis devenue déléguée générale de Terre EFC Île-de-France, dont la mission est de sensibiliser et de promouvoir l'économie de la fonctionnalité et de la coopération sur le territoire, un peu partout en France, parce que là, il y a une des participantes aujourd'hui que j'ai eu le plaisir de croiser pendant 2 jours à Darwin, jeudi et vendredi dernier, puisqu'on avait nos universités de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Je vous propose, et on aura un temps de questions, comme vous allez le voir. Donc, pour l'instant, on va vous faire un petit peu de théorie. Ça va être un petit peu descendant pour voilà, quand même vous expliquer ce que Guillaume et moi, on a compris de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Des exemples de transformation, parce que c'est toujours ça qui parle le plus. L'économie de la fonctionnalité et de la coopération, vous allez le voir, c'est complexe. C'est pas quelque chose de simple. Ce qui est normal quand on cherche à transformer nos modèles économiques, que ce soit ceux d'entreprises, de TPE, de PME, de plus grosses entreprises et d'associations. Et puis, on aura un temps de questions-réponses. Et on va se passer la parole. Je te laisse commencer, Guillaume. Voilà, donc on commence avec un premier constat que vous devez connaître, mais 19 avril 2025, la France a consommé l'ensemble des ressources que la nature est capable de produire et de renouveler sur une échelle de 1 an. C'est-à-dire que si la consommation mondiale était identique à celle de la France, l'humanité, elle consommerait l'équivalent de plus de 3 planètes. Et donc cette consommation excessive, elle entraîne nécessairement une production de déchets sous différentes formes qui participent au dépassement des seuils des 9 limites planétaires, sachant que ces seuils, c'est des seuils à ne pas dépasser qui ont été fixés pour l'objectif suivant, c'est de pouvoir vivre durablement dans un écosystème sûr. Et en 2025, il y a une équipe de scientifiques qui démontre que 7 limites planétaires sur les 9 ont déjà été dépassées. Donc là-dessus, l'influence des êtres humains sur le dépassement de ces limites, elle est sans équivoque. Si on passe au diapo suivant,
pour remettre aussi un petit peu dans le contexte ce qu'est le modèle finalement dominant, on a donc la révolution industrielle du milieu du 19e siècle qui a accompagné le développement de nouveaux modèles organisationnels dans l'industrie, comme le Taylorisme, le Fordisme, qui participent à accroître la production de biens d'équipements standardisés à destination des ménages. Et là, il y a une saturation du marché à la sortie des 30 Glorieuses qui entraîne des changements majeurs, notamment la financiarisation des entreprises, la recherche de rentabilité à court terme, la globalisation de la chaîne de valeur, les délocalisations, la transformation des emplois vers les secteurs tertiaires. Ça entraîne l'intensification de la concurrence qui va forcer les entreprises à rechercher des gains de productivité couplés notamment à des logiques de vente, des ventes en volume. Ces transformations, elles vont aussi provoquer une perte de sens et de reconnaissance du travail en fonction notamment de la position de l'entreprise dans la chaîne de valeur. Et tous ces constats, finalement, ces limites du modèle industriel dominant qu'on connaît si bien, nous font nous questionner sur les modèles économiques. Et il nous semble justement inévitable de repenser de manière systémique le modèle économique actuel de nos organisations et de sortir de ce triptyque extraire, fabriquer, jeter, qui est engendré par l'hyperconsommation. Donc c'est pour ça qu'on vous propose tout simplement de changer de logiciel. Ça fait une vingtaine d'années que des chercheurs, des dirigeants s'intéressent à quelle pourrait être une nouvelle approche économique. Et il y a plein de choses qui existent déjà, l'ESS, bien entendu, l'économie circulaire. Voilà, mais on s'est dit qu'on allait essayer de craquer un petit peu ce système dans lequel on est, qu'on appelle nous modèle dominant, modèle industriel, modèle ultralibéral, on l'appelle comme on veut, mais c'est quand même notre référentiel, notre logiciel depuis des décennies. Donc pour sortir du formatage et de la logique de volume, on reviendra vraiment sur cette question de volume, mais aujourd'hui on a ce couplage le volume, la vente en volume, l'extraction de matières, de ressources matérielles et puis le développement du chiffre d'affaires, et on a du mal à sortir de ça. Et on va s'attarder, on va prioriser en fait ce qu'on appelle les besoins réels, de quoi vraiment nos clients, nos bénéficiaires ont besoin. Il y a une définition qui existe de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc, j'ai mis entre parenthèses le mot modèle, parce que c'est modèle, on a tendance tout de suite à se dire que c'est réplicable, qu'il y a une méthode, une sorte de recette magique. Donc, voilà, certains d'entre nous utilisent le mot approche, démarche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça consiste à produire une solution intégrée de biens et de services. Voilà, donc ce n'est pas un bien seul qui va répondre à un problème, ce n'est pas un service seul qui va répondre à un besoin, c'est vraiment un ensemble de biens et de services basé sur la vente d'une performance d'usage. Donc Guillaume va revenir dans les slides d'après un petit peu plus sur ces concepts et surtout inscrit dans une dynamique territoriale. Je pense que vous en êtes convaincus autant que nous. Cette transformation des modèles économiques, elle se fait mieux, elle se fera plus rapidement à l'échelle territoriale. Et on va s'attarder, on va vraiment être vigilant sur le fait que cette solution prenne bien en charge les externalités sociales et environnementales. Ce n'est pas parce qu'on a trouvé une super solution qui traite un certain nombre d'externalités, on va essayer de viser qu'elle traite le maximum d'externalités sociales et environnementales. C'est né dans les années 2000, donc oui, ça date un petit peu, à l'initiative de dirigeants et de chercheurs, fortement développé dans les Hauts-de-France et soutenu déjà depuis une quinzaine d'années par l'ADEME. Voilà, donc, dans cette définition qu'a donnée Stéphanie, effectivement, il y a des mots-clés. La prise en compte des externalités, la vente d'une performance d'usage, les solutions intégrées de biens et de services. Donc, pour reprendre un petit peu ces termes, déjà la prise en compte des externalités. Les externalités, donc, c'est des effets créés par l'activité de production ou l'usage de solutions qui peuvent être intentionnels ou non intentionnels. Et donc, les externalités, elles ont la particularité aussi de pouvoir soit avoir un impact positif, soit un impact négatif sur l'environnement social et écologique. Donc, tout l'enjeu finalement d'une entreprise, c'est de percevoir ces externalités et de minimiser les externalités négatives tout en maximisant toutes les externalités
positives qui sont créées par son offre. Les externalités positives, elles font donc partie intégrante de l'offre, c'est ce qu'on voit ici sur le schéma, et à terme, l'entreprise, son objectif va être de valoriser financièrement finalement ses effets utiles perçus par ses parties prenantes ou ses bénéficiaires au sein même de son offre. Et donc la prise en charge de ces externalités, elle participe à la création de valeur pour le territoire, valeur d'utilité sociale, écologique, économique et de différents acteurs. Ensuite, sur la vente d'une performance d'usage. Donc ici, il y a deux logiques. Il y a une première logique qui est la logique cycle de vie, qui est finalement ce qu'on pourrait appeler l'économie de la fonctionnalité, où là, on est basé sur la vente de l'usage, donc la non-cession de la propriété des biens d'équipement. Donc ça passe notamment par de la location, de la mutualisation. Et puis, il y a une logique autre qui est la logique servicielle, qui, elle, est basée sur la vente d'une performance d'usage. Et ici, dans cette logique servicielle, la vente d'une performance d'usage, l'entreprise, elle contractualise finalement, non pas sur la vente de l'usage d'un équipement, mais sur les résultats qui sont obtenus par la mise en place d'une solution qui intègre à la fois des biens et des services. Cette solution, elle est donc généralement sur mesure pour répondre aux besoins des bénéficiaires. Si on prend un exemple assez concret, et qu'on prend l'exemple du système de chauffage, le client, il n'a pas nécessairement besoin d'un équipement de chauffage. Il n'a pas besoin d'un radiateur, il n'a pas besoin d'un poêle. Son besoin, il réside plus dans le fait d'avoir son logement à une température qui lui permet de vivre confortablement. Et donc là-dessus, la contractualisation, elle sera réalisée plutôt sur l'objectif d'atteindre cette température de confort. Et à partir du moment où on contractualise finalement sur cette performance, on se rend compte que ça ouvre de multiples solutions. Ça ouvre des solutions qui peuvent être liées à l'isolation du bâtiment, ça peut être des solutions qui sont liées à l'utilisation des équipements. Bref, ça ouvre finalement le champ des possibles. Et c'est là que le dernier terme est important, solution intégrée de biens et de services. C'est que là, on l'a vu avec l'exemple du chauffage, mais c'est qu'on est sur une solution qui est complète, qui répond à des objectifs de performance et à la prise en compte de l'ensemble des externalités. Et donc, pour atteindre cette promesse, et cette promesse de résultat sur laquelle l'entreprise s'engage, elle doit nécessairement développer ce qu'on appelle des ressources immatérielles et notamment des formes de coopération. Pour délivrer sa solution, elle va devoir se mettre en coopération avec d'autres acteurs pour répondre finalement aux besoins de son bénéficiaire. Et donc, un des effets recherchés importants dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est l'effet ciseau, qui est finalement cette courbe où on va venir développer des ressources immatérielles pour son activité, tout en diminuant au maximum l'utilisation de ressources matérielles. Pour schématiser, on pourrait dire que sur un exemple, prenons l'exemple d'un vélo, sur l'économie linéaire, on est bien sur de la vente de produits en augmentant les volumes. On va vendre un vélo, de plus en plus de vélos. Sur l'économie circulaire, on va essayer de vendre des produits, des vélos éco-conçus ou des vélos de seconde main. Donc, un exemple pourrait être la vente de vélos d'occasion. L'économie de la fonctionnalité, on va vendre le service, exemple de la location du vélo. Et ce qu'on va chercher à faire, et qui est complexe et justement plus satisfaisant d'un point de vue des externalités, c'est de se dire comment on optimise l'usage du vélo, qu'on intègre de la coopération entre acteurs économiques et on internalise les externalités. Et on va essayer de co-construire avec les bénéficiaires, avec les clients, un service, et avec les collectivités, un service de mobilité douce permettant à des personnes de bénéficier d'un vélo et de l'utiliser. Donc, on va essayer d'intégrer tout ça pour ne pas dire, on va faire on va élargir le système d'acteurs pour essayer de prendre en compte toutes les externalités positives et négatives qu'il peut y avoir. Et ce qui va nous intéresser vraiment, c'est de répondre à un besoin. Et le besoin, ce n'est pas forcément un besoin de vélo, c'est un besoin d'accès, d'usage du vélo et comment on facilite cet accès à cette performance d'usage et que les gens soient en capacité d'utiliser un vélo. Si on prend l'exemple de l'éclairage, des ampoules, économie linéaire, on vend des produits, donc je vends de plus en plus d'ampoules, une ampoule lambda. Économie circulaire, je vais vendre des produits éco-conçus de seconde main, des réemplois, pourquoi pas. Économie de la fonctionnalité servicielle, on va vendre le service de la vente ou de la location d'éclairage.
avec l'EFC, on va co-construire un service d'éclairage sur mesure pour une collectivité, par exemple, avec des utilisateurs finaux, les salariés, les bénévoles, en incluant des outils pour adapter la lumière aux différents usages, une salle de concert, un gymnase. On va veiller à réduire la consommation énergétique, on va améliorer la qualité de vie au travail, la fatigue visuelle. On va vraiment essayer de travailler sur toutes les dimensions. On va vraiment s'attarder sur ces questions d'usage et donc des personnes qui vont utiliser. Là, c'est un exemple qui est pris sur un gymnase, la Halle Clémenceau à Grenoble. On voit bien qu'on va très, très loin dans l'analyse et la mobilisation des ressources immatérielles. Ça veut dire passer beaucoup de temps à comprendre, analyser et revenir quand on voit que on va essayer de corriger un petit peu le tir si on voit que ça ne répond pas à cet objectif de service d'éclairage sur mesure. On va travailler, on va vous donner encore un petit peu plus d'exemples. Je vais revenir sur l'exemple qu'a donné tout à l'heure Guillaume sur les chaudières. Donc c'est un cas, l'entrepreneur Didier, pour reprendre, c'est un exemple qu'on utilise souvent. Quand lui, il vendait des chaudières et quand un client venait le voir en disant « Bonjour, j'ai besoin d'une chaudière », il disait, il avait l'habitude de répondre « Vous la voulez à pois, à rayures, verte, violette ?» Parce que finalement, en effet, est-ce que vraiment le besoin du client, le particulier, c'est une chaudière? En fait, on n'en sait rien tant qu'on n'a pas creusé le besoin. Mais l'entreprise A, celle de Didier, qui, lui, est pris dans son modèle. Plus il vend le même modèle de chaudière, plus il vend des chaudières de la même marque, mieux c'est pour son activité. Et c'est compliqué de se déplacer, de se dire, en fait, qu'est-ce que je fais si mon client, je m'aperçois qu'il n'a pas besoin de chaudière? Donc, en creusant, en faisant tout ce travail, on s'aperçoit que finalement, donc, en effet, comme le disait Guillaume, c'est du confort thermique dont il a besoin. Une solution adapté à des usages, des garanties qui durent dans le temps, une maîtrise du budget, potentiellement il peut y avoir des enjeux d'isolation, et la chaudière peut être intégrée dans la solution intégrée de biens et de services, mais finalement, il peut y avoir besoin d'autre chose, ou peut-être que c'est une toute petite partie de la solution. Mais on voit bien qu'on est passé de la vente d'un bien, une chaudière, à une performance d'usage, c'est comment mon client est assuré d'avoir un confort thermique correspondant à ses attentes, ses usages au quotidien, sa vie de famille, le fait qu'il ait ses enfants une semaine sur deux, il peut y avoir plein de choses qui jouent. Et ça, on va s'attarder vraiment à creuser le besoin et à fournir une solution adaptée, donc une solution qui n'est pas sur étagère. C'est vraiment ça, on n'est pas sur des catalogues, on ne sait pas ce qu'on va vendre à son client, c'est compliqué et toutes les entreprises ne sont pas en capacité de faire ce glissement qui se fait de manière progressive. On ne passe pas d'un modèle, on va dire, classique, industriel, je vends mes produits en volume, à une approche EFC. Et bien sûr, pour mettre en place cette solution, l'entreprise A ne va pas y arriver toute seule. Elle va devoir travailler en coopération avec une entreprise B. Elle va travailler avec le client pour définir vraiment le besoin. Potentiellement, une collectivité locale, une association. Énormément d'acteurs vont se mettre autour de cette création de solutions. Et c'est pour ça que le C de coopération est aussi important dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Je prends un deuxième exemple, une entreprise B qui vend des pastilles pour purifier l'eau dans des circuits chez des industriels. Elle a un modèle classique, volumique. Modèle d'affaires, il est lié au volume de produits vendus. Impact environnemental plus, parce que c'est quand même pas des produits neutres. Il y a de la concurrence. Il n'est pas le seul à en faire de ces produits, c'est des petites pastilles. Faible différenciation. Cette entreprise a basculé progressivement vers un modèle plus EFC en questionnant le besoin du client. En fait, est-ce que mon client il a vraiment besoin de mètres cubes de pastilles ou est-ce qu'il a besoin de tuyaux sans calcaire et sans impureté pour que ces installations industrielles fonctionnent correctement? Et derrière, c'est quoi les enjeux? Les enjeux, en fait,
C'est un enjeu de baisse de consommation d'eau, de baisse de consommation électrique, d'éviter les risques de surdose, l'impact environnemental. Donc, cette entreprise B va finalement proposer une solution intégrée pour améliorer le fonctionnement des installations. Ce qui veut dire que le nombre de pastilles, de mètres cubes de pastilles, ça devient un bien qui est intégré dans la solution, mais globalement, moins on en utilise, mieux c'est. Et donc, les intérêts du client et de l'entreprise sont totalement alignés. On veut une performance d'usage, des tuyaux qui fonctionnent, et en utilisant le moins possible. Donc, le modèle, il a complètement basculé, puisqu'avant, c'est aussi des témoignages que vous pourrez retrouver sur Internet. C'est une entreprise qui s'appelle Odyssée Environnement. Avant, le dirigeant le dit, moi, mes commerciaux, ils étaient rémunérés au volume de pastilles, de produits vendus, plus ils en vendaient, mieux c'était, quitte parfois même à trafiquer un petit peu les doseurs pour qu'on puisse arriver à atteindre les objectifs qui leur avaient été confiés. Donc, ça transforme totalement le modèle économique de l'entreprise jusqu'à la manière dont les commerciaux vont travailler, puisqu'on ne vend plus la même chose du tout. L'entreprise C, pareil, autre exemple, vend des emballages isothermes, modèle d'affaires lié au volume de produits vendus, des emballages, impact environnemental plus, concurrence, idem, faible différenciation. En fait, le besoin du client, ce n'est pas tant des emballages, c'est une garantie du maintien de la chaîne du froid. C'est des entreprises qui transportent ou ont besoin de faire venir des médicaments et des aliments. L'approche EFC, ça va être une solution intégrée qui vise à garantir la chaîne du froid, donc baisse de consommation d'emballage, plus de sens au travail, un très, très fort développement R&D et coopération avec les autres acteurs. Parce que pour garantir ce maintien de la chaîne du froid, il faut travailler avec les transporteurs, il faut travailler aussi avec le client, et on n'est plus juste sur une vente d'emballage en volume avec finalement ce que mon client fait des emballages, comment il les utilise, c'était pas dans le scope, et aujourd'hui, ça devient central, puisque ce qui intéresse cette entreprise qui s'appelle Isovation, c'est de garantir un maintien de la chaîne du froid. Je vous ai parlé très rapidement, on a parlé de modèle d'affaires. En EFC, ce qu'il faut, si vous devez peut-être retenir une chose, lorsqu'on a fini quasiment la partie un peu théorique, c'est qu'un modèle économique n'est pas un modèle d'affaires. Pour nous, la partie modèle d'affaires, en fait, c'est ce qui est en gris, bleu clair sur la slide, c'est le mode de contractualisation, le revenu. Mais dès qu'on touche à un modèle économique, on a 6 registres à travailler. On ne va pas les voir aujourd'hui. Comme le disait Guillaume tout à l'heure, il y a énormément de ressources sur le site de l'Institut, sur le site de Terre EFC Île-de-France. Mais ça vous donne en fait quelques clés pour comprendre que à partir du moment où on touche à l'un des registres, les autres vont sensiblement assez vite en fait être modifiés. Donc je pense qu'on a 2 derniers exemples un peu plus approfondis. Je te laisse la main, Guillaume. Oui, donc là, on va vous présenter 2 exemples. C'est des exemples que je retiens énormément, puisque c'est finalement des exemples très, très industriels, puis qui m'ont beaucoup parlé pour comprendre un petit peu les concepts. Il y a le premier exemple, c'est, pour ne pas les citer, Michelin, qui, dans les années 2000, ont finalement un modèle économique qui est basé sur le volume de vente de pneus, et puis qui mène des réflexions en parallèle. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que les pneus, ils sont très sensibles aux conditions d'utilisation, et que ces conditions d'utilisation, elles influencent énormément la durabilité de leurs produits. Et puis de l'autre, ils développent des produits justement qui sont de plus en plus efficaces, qui sont de plus en plus durables, donc leur durée de vie, elle est largement augmentée, notamment grâce à leur innovation technologique. Et là, ils se retrouvent dans une impasse. L'entreprise, elle est dans l'incapacité de répercuter cette longévité des pneumatiques sur le prix de vente,
en raison notamment des conditions du marché, de l'intensification de la concurrence, etc. Donc, elle mène une réflexion pour justement intégrer un modèle économique, dans son modèle économique, des concepts de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Elle va dans un premier temps garder la propriété de ses pneus. Elle va mettre en place des formes de contractualisation avec ses bénéficiaires, notamment sur la performance mesurée en grammes de pneus par kilogramme transporté par kilomètre. Et puis, elle va mener des coopérations avec d'autres organisations pour proposer des services aux transporteurs, toujours dans l'objectif d'allonger la durée de vie des pneumatiques, étant donné que maintenant elles en sont propriétaires, mais aussi des services qui vont permettre de créer des externalités positives sur le territoire, notamment là, les formations à l'éco-conduite pour les transporteurs, qui ont effectivement un impact positif sur la durabilité des pneus, mais qui ont également un impact positif sur la pollution de l'air et sur plein d'impacts environnementaux de ce type-là sur le territoire, et également des services dédiés au réglage des trains roulants et la pression des pneumatiques, toujours dans l'objectif de les faire, de maximiser leur durée de vie. Et puis le deuxième exemple, donc là c'est un exemple pareil d'un industriel, pour ne pas le citer, Mobion, qui pour le coup, lui, était à l'origine déjà loueur de scooters. Donc il avait un modèle économique, son chiffre d'affaires était lié au volume de scooters qu'il pouvait mettre en location. Et puis là, l'entreprise, elle constate que l'usage intensif de ces scooters, en particulier par les professionnels, elle entraîne une usure accélérée qui réduit la durée de vie des scooters en deçà des 2 ans de garantie. Donc là, elle se fixe 3 objectifs, et notamment pour développer ce qu'elle va nommer la pérennité programmée, c'est-à-dire allonger la durée de vie de ces véhicules, réduire les coûts d'entretien opérationnel grâce à une meilleure réparabilité, et pérenniser et sécuriser l'emploi des livreurs professionnels. Et là, l'entreprise va se transformer, elle va devenir constructeur, elle va garder la propriété des scooters. Le fait de garder cette propriété, nécessairement, elle va mettre en place des démarches d'éco-conception dans l'objectif est d'allonger la durée de vie des composants, des véhicules, d'améliorer la réparabilité et le reconditionnement de ces véhicules. Elle va les mettre à disposition de ses clients pendant 2 ans avant de les récupérer justement pour pouvoir les reconditionner. Et dans ce reconditionnement, elle va pouvoir intégrer des composants, et notamment des composants reconditionnés, toujours dans l'objectif de minimiser l'impact environnemental de ces produits. C'est un sacré challenge de faire un scooter made in France moins cher qu'un scooter made in China. C'est tout l'enjeu de ce que Mobion essaye de faire. Ils ont une usine de 24 000 mètres carrés. Tout est en Creative Commons. Il n'y a pas de brevet pour que chacun puisse aussi fabriquer des scooters made in France, et il y a une vraie volonté d'aller chercher, de questionner aussi le sujet de l'usage, notamment ils se sont aperçus que là où il y avait besoin de scooters, c'était en milieu rural, avec par exemple des entreprises qui ont du mal à recruter et des jeunes éloignés des entreprises et qui n'ont pas forcément accès à des véhicules, ou des endroits où il n'y a pas de... On est dans des zones de mobilité blanche. Donc, il est en train de travailler Mobion est en train de travailler sur ces sujets-là. Il le dit en rigolant, mais plus que de faire que des pizzaiolos puissent battre des records de vitesse dans les centres-villes pour livrer des pizzas. Les enjeux de mobilité en milieu rural et périurbain sont hyper importants. Donc, il y a vraiment une démarche très complexe, parce que là, on est vraiment dans le domaine industriel. C'est-à-dire que, par exemple, pour vous donner une petite idée, j'ai eu la chance d'échanger avec lui là aux universités la semaine dernière. Il me disait qu'il fallait créer 3 structures différentes. Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas à la fois fournir des batteries et des vélomoteurs en termes d'assurance pour les RC Pro. Il y a des sujets fiscaux et des sujets comptables quand on questionne comme ça les logiques d'amortissement. C'est-à-dire qu'on est là face à des pionniers qui disent voilà,
nous, on veut que le système d'amortissement il puisse évoluer, puisque quand on lance la pérennité programmée, quid des amortissements, ça questionne beaucoup de choses au niveau comptable. Donc, c'est un sacré challenge. L'objectif, c'est 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1200 scooters mis en location par an, mais c'est pas, voilà, c'est sans rentrer en faisant attention à ne pas se faire réaspirer dans les logiques industrielles. Donc, c'est toujours le besoin, à qui ça va servir et comment on arrive à challenger le modèle classique qui voudrait que on continue à s'approvisionner en Chine parce que les scooters, ils sont moins chers. Je crois qu'on a. Je voulais juste vous dire un petit mot pour dire que l'économie de la fonctionnalité de la coopération s'applique aussi aux services. Il suffit de penser aux aides à domicile, à l'hôpital aujourd'hui en France. En fait, de plus en plus, les services sont standardisés sur catalogue. Il faut que ça dure 25 minutes. Il y a tant de gestes à faire. Un bon exemple de cette industrialisation du service, c'est tout ce qui est centre d'appel. Que ce soit conseil juridique ou prise de rendez-vous médicaux, on a des opérateurs qui ont besoin de traiter 42 appels par jour, quel que soit en fait le besoin du client au bout du fil. Et cette industrialisation du service, elle peut avoir des conséquences vraiment catastrophique. Ça a été le cas pour une entreprise qui s'appelle Gesnor, qui était spécialisée dans la prise de rendez-vous médicaux. Donc, pris totalement dans une logique de volume, c'est-à-dire que plus il y a de rendez-vous médicaux de prix, mieux c'est. Donc, on pousse les médecins à prendre de plus en plus de patients. Et là, en fait, au lieu de créer de la valeur pour le territoire, on détruit de la valeur pour le territoire quand les médecins font des burn-out les uns après les autres. Donc, ils ont complètement réinventé leur modèle pour aujourd'hui proposer une solution de santé sur le territoire qui peut il peut y avoir de la prise de rendez-vous médicaux, mais ils ont exploré ça de manière beaucoup plus large, sortie d'hôpitaux, répartition en fait de la charge sur les différents médecins. Ils ont une connaissance très fine du territoire qui leur permet en fait de faire autre chose que juste de la prise de rendez-vous. Et puis c'était aussi bien vu que quelques années après, il y a eu des gros acteurs qui se sont lancés sur ce secteur de la prise de rendez-vous. Je ne vais pas m'attarder sur cet exemple, mais pour conserver bien en tête que cette standardisation, elle existe aussi dans le service. Et quand on utilise le vocable modèle industriel, il s'applique à tous les. Il peut s'appliquer à tous les secteurs, y compris le service. Je crois qu'on est. C'est le moment des questions-réponses si vous en avez. On vous enverra de toute façon via Caroline une présentation avec ces contenus. Je vous ai mis aussi des liens vers ces témoignages. Si vous êtes OK, je vais arrêter le partage pour qu'on puisse prendre vos questions puisqu'il est 10h44. Si, il y en a. Pierre? Oui, écoutez, merci pour la présentation. C'est vrai que moi, j'ai une première question. Donc, Cities travaille beaucoup avec la collectivité, enfin avec les collectivités, pour mettre en place des services d'autopartage. Et du coup, on essaie le plus possible d'embarquer la ville, l'agglomération, les régions, etc., pour obtenir au moins de l'usage par les agents et élus de nos services, ce qui nous permet de consolider le modèle économique lorsqu'on se lance. Et c'est vrai que c'est toujours délicat de leur montrer que on n'a pas un retour immédiat sur investissement, notamment parce que, moi je pense, donc à titre plutôt personnel, que le temps de la coopération n'est pas le même temps que le temps du politique. Et souvent, on veut produire des effets immédiats.
Mais nous, on vient avec nos rapports ADEME qui disent qu'une voiture partagée remplace 8 voitures personnelles. Enfin, on a des chiffres qui nous permettent de chiffrer en fait les bénéfices pour la collectivité, pour les citoyennes et les citoyens. Mais je trouve qu'on manque de concret ou d'un moment pour leur dire ben voici ce que vous allez y gagner. Et ce sera probablement sur un temps plus long que celui qui vous est imparti. Donc, je ne sais pas si vous avez des astuces, des indicateurs, des outils en fait pour finalement nous aider à, à convaincre et à embarquer le plus possible voilà, les collectivités dans notre aventure à nous. Ouais, tu l'as dit, enfin, on est sur des temps longs qui ne sont pas les mêmes que les temps du politique, hein, donc on a besoin de portage politique sur ces sujets, enfin, c'est un fait. Si l'élu en face, il pense uniquement à sa réélection éventuelle, et là on voit bien, en plus on rentre dans une période de municipale, c'est compliqué quand on leur dit, nous il y a tout un travail qui est de révéler la valeur de l'offre, quels sont justement les effets utiles, directs, indirects, pour qui, les externalités positives, négatives qui sont traitées. Ça prend du temps. Nous, de plus en plus, en fait, ce qu'on voit, c'est que sur les marchés publics, on commence à avoir des personnes qui se disent on va intégrer de l'EFC dans les marchés publics. Il y a des chouettes expérimentations en Occitanie avec des marchés de traitement de déchets où on arrive à faire bouger les marchés en amont, en fait, pour que ça intègre un petit peu plus cette dimension-là. C'est vrai que la coopération, c'est une affaire, on coopère peu avec des institutions, on coopère avec des personnes, et c'est une fragilité de se dire, la personne, si demain elle est plus là, elle est partie, elle a quitté son poste, c'est comment il y a un enjeu à déjà ne pas avoir qu'un seul interlocuteur, d'en avoir un maximum pour que derrière ça puisse. Mais il n'y a pas de recette, là-dessus. C'est d'embarquer d'autres acteurs, des associations de citoyens par exemple, qui peuvent continuer, elles. C'est d'élargir le système d'acteurs. Merci pour la réponse. Complètement d'accord sur le fait que ça repose beaucoup sur les personnes avec qui on travaille, finalement parfois même qu'importe la couleur politique. Donc, et effectivement, l'élargissement du système d'acteurs. D'acteurs. Et puis on va être aidé, on va peut-être être aidé. Là, il y avait un colloque à l'Assemblée nationale vendredi dernier. On a été auditionné par plusieurs sénateurs. Enfin, il y a aussi, je pense que ça va redescendre. Il y a des collectivités, des acteurs qui s'en emparent. Là, on sent que ça va peut-être venir. La Direction générale des entreprises s'intéresse aussi à ce que. À l'EFC, ça va peut-être, on va peut-être les prendre tout le monde un peu en étau, les citoyens qui se mobilisent, les dirigeants qui se disent il y a ça, on aimerait fonctionner différemment, et puis que ça vienne un petit peu par le haut. Il y a d'autres mains levées, je ne sais pas qui. Karine. Ouais. Oui, j'avais une question par rapport à peut-être des partages d'expériences que vous pourriez avoir dans le domaine associatif. Moi, je travaille beaucoup avec des associations et par exemple, en ce moment, j'accompagne une banque alimentaire dans la production, enfin dans l'idée de mettre en place un atelier de transformation pour éviter le gaspillage alimentaire d'un certain nombre d'aliments qui leur sont donnés, mais qui ne peuvent pas redistribuer. Ils n'ont pas le temps de les redistribuer, ils sont trop périssables, ou alors les volumes sont trop énormes. Et typiquement, on a des externalités négatives qui viennent, qui s'annoncent parce que si ce qu'on produit ne correspond pas finalement aux besoins des bénéficiaires, des associations qui redistribuent, il faut les mettre dans des bocaux, donc on va aller vers de l'utilisation de verre, etc. Enfin, on voit bien que à vouloir faire une action très positive dans le domaine du gaspillage alimentaire, ils peuvent produire des externalités négatives par ailleurs si on ne met pas en place de la coopération avec des acteurs de la consigne, par exemple, etc. Est-ce que vous avez des exemples autour de ça
Alors, il y a beaucoup de choses dans le domaine de l'alimentation, justement, parce que c'est assez. Voilà, vous les avez cités. Donc, il y a tout ce qui est. Vous pouvez aller voir du côté du réseau Cocagne, qui est très embarqué sur ces sujets de FC. On a fait, lors d'un précédent événement, on a fait témoigner Dominique S, qui est en train de lancer quelque chose de très ambitieux dans le nord de la France qui s'appelle Océan. Le projet Océan. Nous, on est situé en Île-de-France. On a Au Bon Transit qui est en train de fédérer un certain nombre d'acteurs en Seine-Saint-Denis autour justement des enjeux d'alimentation et d'aide avec différents acteurs, différentes épiceries solidaires pour éviter, parce que ce qu'on cherche aussi, nous, c'est à ne pas reproduire ce système de concurrence. On le voit notamment avec les appels à projets, hein, où deux associations vont se battre et se retrouver dans des situations complètement extrêmes où on va investir du temps pour se battre contre le confrère alors qu'on a les mêmes idées. On a des offres complémentaires, mais c'est la logique de l'appel à projet. Donc, il y a notamment dans le secteur alimentaire, les enjeux sont tellement forts, et en particulier en Seine-Saint-Denis, qu'il y a tout un collectif d'acteurs qui travaillent autour notamment des enjeux de logistique. Parce que chacun a ses problèmes de voilà, comment on fait. On a un camion qui va essayer de livrer, on n'a pas d'endroit pour stocker. Donc voilà, le projet s'appelle Au Bon Transit. Nous, on va le documenter au sein de l'association. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Et puis on a un référentiel qui s'appelle Bien Vivre Alimentaire. On a une SCOP à Pantin aussi qui a innové, qui s'appelle La Butinerie. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui existent dans le domaine de ce qu'on appelle, nous, le bien vivre alimentaire, parce que là, on revient sur le sujet. Ce n'est pas parce qu'on va proposer un panier de fruits et de légumes bio qu'on va résoudre un problème qui est de bien vivre alimentaire. C'est-à-dire, si je ne sais pas cuisiner, si je n'ai pas d'endroit pour cuisiner, si je ne sais pas lire la petite recette sympa qu'on m'a mis dans le panier, enfin, derrière, il y a d'autres enjeux beaucoup plus importants, et un collectif, enfin un acteur seul peut rarement adresser tous ces enjeux. Je reviens sur cette logique de solution intégrée. Une solution intégrée de bien vivre alimentaire, ça peut être un panier de légumes avec énormément de services autour pour arriver à ce que, à ce que ça fonctionne. Il y a plein de... Voilà, je vais essayer d'être plus court parce qu'il est... Et Guillaume, si tu veux intervenir, vas-y, c'est 10h52. Ouais, bien sûr. Voilà, je ne sais pas, dans l'ordre. Delphine? Oui, déjà, effectivement, merci beaucoup. Merci pour la présentation. Ces moments sont utiles. Et deux petites questions, vu que j'ai la parole, j'en profite. Une très courte. Vous avez cité l'exemple de Michelin, qui, je pense, est le plus connu. Ma question là-dessus, c'est pourquoi vendent-ils encore des pneus? Donc, font-ils encore la majorité de leur chiffre d'affaires sur le volume? Et l'autre question est peut-être un peu plus technique. Est-ce qu'on peut en EFC allier les deux logiques, servicielle et cycle de vie? Ou est-ce qu'il faut absolument choisir l'une ou l'autre? Peut-être répondre là-dessus. Pour ce qui est de Michelin, en fait, le service qu'il propose, il le propose depuis les années 2000, et c'est plutôt pour les flottes de transporteurs. C'est moins pour le particulier que vraiment pour la logistique pure, donc les camions, puis finalement les gros groupes. Et là, on cite l'exemple de Michelin, mais on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup d'acteurs des pneumatiques qui sont déjà qui se sont mis après ce développement de solutions, à proposer aussi ces services-là, de la mise à disposition des pneumatiques et pas de la vente des pneumatiques. Et effectivement, c'est aussi plus simple de mettre en place ces systèmes en vente aux entreprises plutôt qu'en vente en particulier, puisqu'il y a déjà des systèmes qui sont mis en place au sein des boîtes logistiques. Ils font beaucoup plus appel à tout ce qui va être location. Donc, ces systèmes-là existent. Donc, effectivement, c'est plus simple de les mettre en place pour les entreprises. Et ensuite, sur la logique propriété, évidemment, les deux, on peut dire que la logique économie de la fonctionnalité, où on met à disposition un bien, c'est le premier step, on l'a dit, économie de la fonctionnalité. Donc, le premier step pour aller ensuite vers l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, où ici, garder la possession du bien permet de mettre en place des logiques d'éco-conception, d'allongement de durée de vie qui fonctionnent évidemment avec ce modèle.
Donc ça veut dire que on peut allier les deux, mais que c'est dans le temps qu'il faut aller vers l'une ou l'autre. C'est-à-dire que oui, effectivement, les deux, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération intègrent ce concept de cycle de vie, dans le sens où le fait de pouvoir garder cette propriété-là engendre des solutions d'éco-conception, d'allongement de durée de vie qui se permettent de ne pas, de ne pas se prendre un mur de limite par rapport à un modèle de vente qui pourrait rencontrer certaines limites quant aux solutions d'éco-conception et d'allongement de durée de vie, effectivement. Ok, merci. Je prends la suite. Je fais ma question très courte. En ce moment, on parle beaucoup de robustesse, qui est aussi un moyen de peut-être aussi de convaincre les entreprises qui sont encore très imprégnées de capitalisme pour se tourner vers d'autres façons de regarder leur boîte et leur activité. Donc, quel est votre positionnement par rapport à la robustesse? Est-ce que l'un s'inscrit dans l'autre, entre l'économie de la fonctionnalité et la robustesse? Ou est-ce qu'il y a des différences? Qu'en dites-vous par rapport à ce concept outre? Il y a énormément de choses qui se passent et c'est super. Il y a l'économie régénérative, il y a le symbiotique, il y a la perma-économie, il y a la robustesse et tout ce qui fait qu'on parle de la manière dont on challenge nos modèles économiques, nous, ça nous va. Après, chacun va mettre l'accent sur quelque chose en particulier. Nous, le format fait que j'en ai très peu parlé, mais nous, on va mettre l'accent sur ce qu'on appelle le travail. Parce que derrière l'économie de la fonctionnalité de la coopération, c'est des économistes, mais c'est aussi des ergonomes du travail. On ne peut pas transformer un modèle économique sans s'intéresser à la manière dont on organise le travail. Nous, ça va être notre particularité. Après, je ne connais pas assez bien les travaux d'Olivier Amand, mais je trouve que il fait un travail remarquable au niveau conférence, prise de parole, et c'est super. Je ne pourrais pas vous comparer. Véritablement, je pense que tout ça va dans le bon sens, avec chacun ses spécificités. Nous, le fait que ça fait 20 ans d'expérimentation, alors pendant longtemps sous le radar, on va dire, hein, parce que finalement, les ressources matérielles, les matières premières étant inépuisables dans l'esprit de beaucoup, on va dire que les personnes qui s'intéressaient à l'EFC étaient quelque part des marginaux, et qu'aujourd'hui, on l'est de moins en moins, et que les gens viennent à nous par plein de manières. Donc, moi, je pense que tout ça peut s'articuler. Nous, on est très vigilants à ne pas reconstruire ce que, justement, on dénonce dans le modèle dominant, c'est-à-dire la concurrence. Je dis que l'EFC, c'est des outils. Pour le coup, je vais utiliser le mot robuste parce que existant depuis de très nombreuses années, avec beaucoup d'acteurs qui ont fait des transformations remarquables depuis que c'est né dans les Hauts-de-France il y a maintenant une vingtaine d'années. Il reste quelques minutes, Véronique, peut-être. Oui, moi j'aurais bien aimé en savoir plus, justement, parce que je n'ai pas tout à fait compris ce que chacun faisait. Donc, Terre EFC, c'est du conseil, c'est quoi? Alors, Terre EFC, Guillaume, vous avez des exemples dans votre bureau d'études, voilà, juste que vous nous disiez un peu plus. Parce que moi, je viens de créer un parcours pour dirigeants qui s'appelle Embarquer son entreprise vers la robustesse, donc dans lequel on a Olivier Amand qui intervient au départ, mais d'autres experts. Et donc, évidemment, mes entreprises, elles vont avoir besoin d'être accompagnées. Donc, Alors, Terre EFC, pour répondre. Donc, nous, on est une petite association qui agit sur l'Île-de-France. Je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais il y a plein d'associations un peu partout sur le territoire. Nous, on ne fait pas d'accompagnement directement. Par contre, j'ai une douzaine d'accompagnateurs formés à l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Moi, j'interviens, et ils peuvent intervenir également dans des logiques de sensibilisation et de promotion, hein, ce qu'on fait là. Nos soutiens financiers, nous, on est soutenus principalement par l'ADEME et par la DRIEAT, donc pour ces missions de sensibilisation et de promotion. Et voilà, donc moi j'interviens à Supélec, j'interviens pour la CRES, voilà. Et quand je ne peux pas, j'ai des bénévoles au sein de mon association qui s'en chargent. Et à côté, certains ont une activité nous on appelle ça des accompagnateurs.
et ils accompagnent des territoires, des collectivités, des entreprises, des associations dans la transformation de leur modèle économique en s'appuyant sur, je n'ai pas utilisé le mot jusqu'à présent non plus, le référentiel de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et Guillaume, je te laisse dire ce que tu fais. Et de notre côté, donc Terra, donc bureau d'études indépendant, qui existe depuis une quarantaine d'années sur le sujet de l'économie circulaire, qui a été repris par ses salariés en 2017. Et nous, on accompagne donc des acteurs publics, privés, sur leur sujet, sur leur projet en lien avec l'économie circulaire de manière générale. On a une casquette études, on va accompagner des acteurs type ADEME, des éco-organismes, notamment sur des sujets un peu transverses liés à la transition écologique. Et on a aussi une casquette de conseil accompagnateur pour des entreprises pour le développement de leur activité, comme je disais tout à l'heure, sur des filières d'activité de réemploi, de recyclage, de reconditionnement. Et ça, donc, c'est notre premier pôle, notre pôle études et stratégies dans lequel moi j'évolue. Puis après, on a d'autres pôles au sein du bureau. On est 50 collaborateurs. On a un pôle plus audit, on a un pôle métrologie des flux pour tout ce qui va être lié à la caractérisation de déchets, et puis un pôle data intelligence qui, lui, va faire du développement et qui va avoir des compétences justement dans les outils, différents outils informatiques un peu novateurs. Et vous êtes basé, parce que moi je connais votre dirigeant, là, on a rencontré plusieurs fois, vous êtes dans le sud, mais vous êtes sur le territoire national Notre dirigeant est lui dans le sud. Moi, pour le coup, je suis basé à Lyon, et le siège social du bureau se trouve à Paris. En fait, on est répartis un petit peu sur tout le territoire. On a des collaborateurs qui sont à Brest, à Bordeaux, moi à Lyon. Voilà. D'accord, merci. Moi, je vais vous partager juste une petite slide, si ça vous va, juste pour vous montrer nos activités. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Voilà les activités. Non, pas encore. Hop. Partager. Quelque chose qui peut vous intéresser, c'est on fait des webinaires une fois par mois, donc c'est des trajectoires d'entreprise un peu partout sur le territoire. Donc ça va de l'association d'aide au maintien à domicile des personnes âgées jusqu'à le prochain, c'est Xarvio, qui est une filiale de BASF. Donc ça vous montre vraiment le spectre de typologie d'organisation qui peuvent être embarqués. Donc, c'est 90 minutes de témoignage. Donc là, on rentre vraiment dans le détail du modèle économique du dirigeant. On fait des ateliers découvertes de l'EFC, on intervient lors d'interventions publiques, on a des groupes de travail, on fait de la sensibilisation, on a des soirées, des événements, on anime une communauté locale d'accompagnateurs. On a aussi développé une fresque de la transition économique. Alors, on va sans doute changer le nom parce que je crois qu'il y a une overdose de fresques un peu partout, mais c'est des ateliers qui permettent en fait à la fois de prendre conscience dans quoi on est pris aujourd'hui, la multitude d'injonctions contradictoires auxquelles un dirigeant fait face, et d'explorer les 6 dimensions du modèle économique dont je vous ai parlé un petit peu avant. Donc, en fait, c'est 6 fresques différentes qui permettent un peu de voir comment on peut essayer de passer d'un modèle industriel dominant à un modèle alternatif. Donc voilà, on a pas mal de choses et on vous enverra ça, des ressources, des ressources complémentaires. Ces infos seront sur... Ah ok, c'est sur le document qu'on transmettra par PowerPoint, les slides là. Ok, très bien. Il nous reste une petite minute. Je vais couper l'enregistrement et on peut continuer à échanger, mais voilà, pour pas que ça dépasse l'heure. Mais du coup, merci en tout cas. Bon là, je clôture, mais on continue après. Merci Stéphanie et Guillaume, nos intervenants. C'est très enrichissant. Ça donne envie de découvrir plus. Donc là, je vais juste couper et on continue après. Merci. Voilà, l'enregistrement